Bonjour à tous, bienvenue sur ce cours. Je vous présente aujourd'hui la deuxième séquence de l'année qui porte sur les virus. D'abord quelques rappels. Le virus est un micro-organisme. Les micro-organismes sont classés par catégorie de taille. Donc si on va du plus grand au plus petit, nous avons d'abord les plus gros, les protozoaires, par exemple les acariens. Ensuite les algues microscopiques, les champignons microscopiques comme les moisissures, les levures. Ensuite, nous avons les bactéries et enfin, les plus petits, ceux qui nous intéressent, les virus. En dessous, les virus, ce ne sont plus des êtres vivants, on parle de molécules et d'atomes. En première partie, donc, les caractéristiques des virus. Comment on les caractérise, comment on les reconnaît et comment on les classe. Tout d'abord, on ne considère pas les virus comme de véritables cellules. D'abord, ils sont tout petits, ils font entre 0,02 et 0,03 micromètres. Ils ne sont visibles qu'au microscope électronique. Ils ne contiennent ni noyau, ni cytoplasme, ni organite. Par exemple, donc là, vous avez sur les images la comparaison entre un virus, qui se trouve là, en haut, et une cellule eucaryote humaine. Dans la cellule humaine, on distingue bien une membrane cytoplasmique, là, tout autour, qui délimite bien la cellule. À l'intérieur, le noyau, qui contient donc notre ADN, nos chromosomes. Et puis dans le cytoplasme, ici, on trouve des ribosomes. On distingue également le réticulum endoplasmique, etc. À côté, un virus, donc là c'est un virus qu'on voit au microscope électronique, là il est coloré. Il n'y a aucun organite, pas non plus de noyau, ça ce n'est pas un noyau, on va voir ce que c'est. Et donc un virus est 100 fois plus petit qu'une cellule humaine. Donc les virus n'ont pas tous cette tête-là, si j'ose dire. Vous allez voir, il en existe des centaines, voire des milliers. Ils sont variés dans leur forme, leur dimension et leur composition chimique. Alors, virus en latin, ça veut dire poison. Un virus est toujours pathogène. Pourquoi? En fait, pour vivre et se reproduire, le virus doit obligatoirement s'introduire dans une cellule vivante et utiliser son métabolisme. Ça, c'est ce qu'on appelle le parasitisme obligatoire. Si le virus ne trouve pas de cellules vivantes, alors très rapidement, il va mourir. Et dernier point, le virus est responsable de nombreuses maladies contagieuses, comme la grippe, l'hépatite B, le sida. Donc le virus, il crée beaucoup de maladies, il est la cause de beaucoup de maladies, et en plus il est très contagieux. Alors je vous ai expliqué qu'il en existait des milliers, donc on va devoir les classer. On les classe selon 3 critères. D'abord, la nature de leur acide nucléique. Un virus contient soit de l'ADN, soit de l'ARN. D'accord? Je vous réexpliquerai la différence entre les deux. L'ADN, ce sont nos 2 brins. Il y a 2 brins d'ADN. L'ARN, il n'y a qu'un seul brin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le génome. Soit le virus est à ARN, soit c'est un virus à ADN. Le deuxième critère de classification, c'est la forme de leur coque, qu'on appelle capside. En fait, c'est ce qui protège le génome. C'est ce qui va protéger ceci-là. Donc, soit cette capside est de forme géométrique. En fait, c'est une forme en icosaèdre. On parle de symétrie et icosaédrique. Soit cette capside est en forme d'hélice. Là, on parle de symétrie hélicoïdale. Et enfin, le dernier critère, c'est la présence ou l'absence d'enveloppe. Soit le virus est enveloppé, soit le virus est dit nu. Voilà un premier exemple. Par exemple, le virus de l'hépatite B. On dit que c'est un virus enveloppé, à ADN et à symétrie icosaédrique. Donc
à l'intérieur, on voit bien l'ADN avec nos deux brins. Ici, en bleu, les boules là, c'est la capside de symétrie icosaédrique. Et tout autour, nous avons une enveloppe. Donc c'est un virus enveloppé à ADN et à symétrie icosaédrique. Voilà un deuxième exemple, le virus de la mosaïque du tabac, qui lui est un virus nu à ARN et à symétrie hélicoïdale. Donc on voit à l'intérieur le brin d'ARN, tout autour une capside en forme d'hélice, donc la symétrie hélicoïdale, et autour il n'y a pas d'enveloppe, donc c'est un virus nu. Voici un troisième exemple. Celui-ci, donc, il est un peu plus complexe, c'est un bactériophage, c'est-à-dire que c'est un virus qui ne s'attaque qu'aux bactéries. Mais c'est pareil, à l'intérieur, on voit les brins d'ADN, le génome. Il est entouré d'une capside de forme de symétrie icosaédrique et il ne possède pas d'enveloppe. Donc c'est un virus nu à ADN et à symétrie icosaédrique. Maintenant que vous connaissez un petit peu ses caractéristiques, on va voir la reproduction du virus. Donc comme je vous l'ai dit au début, le virus ne peut pas se reproduire tout seul. Il ne possède pas le matériel nécessaire pour se reproduire. Il ne possède pas de ribosome, il ne possède pas de mitochondries, il ne possède rien à part un génome. Donc le virus est obligé d'utiliser le métabolisme d'une cellule vivante pour pouvoir se reproduire. Les virus vont infecter toutes les cellules vivantes, qu'elles soient eucaryotes, donc humaines, végétales, animales, ou prokaryotes. Ils infectent également les bactéries. Lorsque le virus a pénétré dans une cellule, il va évoluer de plusieurs façons. Donc la première manière, c'est de nouveaux virus sont formés dans la cellule hôte et vont être libérés dans l'organisme, ce qui entraîne la mort de la cellule hôte. Là, on parle d'infection aiguë. Les premiers signes de la maladie apparaissent. Par exemple, la grippe. Quand on est contaminé par le virus de la grippe, le virus finalement détruit nos cellules et c'est là qu'apparaissent les premiers signes, les premiers symptômes. On tousse, on a mal à la tête, on a mal à la gorge, on a le nez qui coule. D'accord? Ça, c'est à cause de la mort de nos cellules, due au virus. La deuxième possibilité, c'est que le virus reste dans la cellule sans en sortir, sans même se reproduire. Là, la cellule est infectée en permanence. On parle d'infection chronique. C'est ce qui se passe dans le cas du sida. Dans le sida, les virus sont tranquillement endormis dans nos cellules et ils attendent patiemment de se réveiller. On ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et la troisième possibilité, c'est que le génome du virus, le génome viral, va intégrer l'ADN de la cellule hôte, ce qui va entraîner en fait des mutations génétiques et ce qui est responsable de certains cancers. Par exemple, le cancer du col de l'utérus est dû au papillomavirus. Donc ce virus s'intègre dans nos cellules et la modifie. La cellule devient alors plus grosse, commence à se multiplier de façon anarchique et donc devient cancéreuse. Maintenant, voyons le cycle de reproduction du virus. Ici, ce document, vous le trouverez dans votre livre, page 256. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer là. Donc, il y a plusieurs phases. Vous voyez, il y a les petits numéros là. Plusieurs phases dans la reproduction d'un virus. La première, la phase 1, ici, c'est la fixation du virus. Le virus va se fixer sur la membrane cytoplasmique de la cellule et va ensuite pénétrer dans la cellule.
fixation et pénétration du virus dans la cellule hôte. La deuxième phase qu'on voit ici s'appelle la décapsidation. En fait, la capside, en bleu là, va se dégrader et libérer et entraîner la libération de l'ADN viral. Et cet ADN viral, on va le voir, va intégrer le noyau de la cellule. Ensuite, il va se passer plusieurs choses en même temps. Ce sont les phases 3, 5 et 4. D'abord, les phases 3 et 5. Dans le noyau, il y a la transcription ou la copie de l'ARN, de l'ADN viral. Donc, dans le noyau, l'ADN va être copié plusieurs fois. Et puis ici, en même temps, dans le cytoplasme, il y a une synthèse des protéines virales. Ça veut dire qu'il y a une fabrication de nouvelles protéines virales. D'accord ? La phase 6, il y a assemblage des nouveaux virus, c'est-à-dire que ça y est, l'ADN a été copié, les protéines ont été fabriquées, alors les nouveaux virus peuvent s'assembler, se reconstruire. Il va y en avoir plusieurs. Alors là, cet assemblage, il peut se faire soit dans le noyau, ici il est dans le noyau, mais il peut se faire également dans le cytoplasme. Et la dernière phase, une fois que le virus est bien formé, il va sortir de la cellule, il va être libéré et il va être libéré dans l'organisme et la cellule hôte va mourir. C'est la lyse de la cellule hôte. Donc, phase 7, libération des virus dans l'organisme et lyse ou mort de la cellule hôte. Voilà pour ce cours. On se retrouve bientôt pour de nouveaux exercices et des fiches de récap.